École, un lieu jadis sacré où l'on accueille écoliers ou parfois élèves pour une instruction et compléter, si possible, l'éducation est devenu aujourd'hui un espace où l'on s'adonne à des actes qui choquent la bonne mœurs. La drogue et les sexe sont devenus les matières les plus assimilées par les apprenants, pour reprendre le titre tristement ironique d'un canard béninois. Cette école jadis auréolée est devenue un lieu où se jouent des psychodrames divers, des élèves qui se poignardent, des élèves qui tuent leurs enseignants, des enseignants qui enceintent des petites filles déjà à l'école de base. Bref, le visage de l'école en Afrique est des plus affreux de nos jours. À qui la faute? Peut-on encore corriger le tir? Mesdames, Messieurs, c'est STAP et drogue en milieu scolaire. Un nouvel enseignement moral et civique s'impose-t-il? C'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Dr Harry Junior Videro. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en management des entreprises et organisations, spécialiste des questions des objectifs du développement durable. Merci pour votre présence. Merci pour l'invitation. En face de vous, c'est Ginette Bokosaolo-Lagba, opératrice économique, coach certifié d'Afrique. Bonjour madame. Bonjour monsieur Hamilton. Alors, le visage de l'école tel que présenté aujourd'hui, Dr Videro, est-ce que ça vous rend fier? Bonjour encore et à tous les téléspectateurs. Je pense que quand on parle d'abord d'objectifs de développement durable, vous allez tous voir que dans l'objectif 4, on parle d'éducation inclusive et de qualité pour tous. Ça veut dire que c'est une priorité aujourd'hui, l'éducation pour le développement des nations. On est même allé à dire qu'une éducation sûre et de qualité permet l'atteinte de tous les autres objectifs. Donc de concert, on est sûr aujourd'hui que pour le développement des nations, une éducation de qualité et inclusive s'impose. Nelson Mandela disait même que l'éducation est l'arme pour le développement des nations, surtout des plus pauvres. Donc aussi, on est en face aujourd'hui de ce qui se passe, que ce soit dans la forme d'abord, après dans le fond. On est obligé d'être indexé, d'être perplexe, de dire mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? C'est la grosse interrogation. On va donc en parler tout à l'heure avec vous, coach Ginette. Vous avez des enfants qui sont dans ces établissements, même si aujourd'hui ils ne sont pas forcément sur les bancs d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous apprenez que l'école est devenue un lieu où la drogue, le sexe sont les matières que les enfants assimilent le mieux, maman d'enfant que vous êtes, qu'est-ce que ça vous fait? Merci beaucoup et merci aux téléspectateurs. Et si je dis oui, s'il y a un nouvel enseignement par rapport à ça, c'est parce qu'il y a un ancien enseignement que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui et c'est déjà gâté. Ah bon? Oui, c'est gâté. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple, mon propre exemple. J'avais l'âge de 14 ans et un jour à l'école, je discutais avec deux amis. Et une amie me disait, voilà, il y a une qui est partie et l'autre me disait, voilà ce que je déteste dans cette fille-là. Chaque fois qu'elle est en période, elle ne se fait pas cela, elle ne se protège pas bien. Et puis tout le monde doit constater qu'elle est en période. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on appelle période? Parce que j'étais naïve, je ne comprenais rien par rapport à ça. Donc elle m'a expliqué comment ça se passe. C'est que, bon, à un âge donné, tu as déjà 14 ans, non? Tu auras ça tout de suite. Tu auras ça. Donc j'étais étonnée. Elle m'a expliqué tout. Et après 2 semaines après, je me suis retrouvée dans cette situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu mes règles, j'étais là, j'avais eu peur. Mais je ne sais pas quoi dire. Ma maman était déjà rentrée, allée au marché depuis très tôt. Mais j'étais à la douche. Il y a une tante qui était là et a constaté que je ne sortais pas de la douche. Elle est venue, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai montré et la tâche que j'ai eue dans mon slip. Elle a dit, ah, tu es devenue grande sœur. Et elle a fait ce qu'il faut faire en ce moment-là. Mais le soir, ma maman était venue de marcher. Qu'est-ce que j'ai entendu? Elle a dit, qu'est-ce que tu as fait?
tu as fait quoi pour avoir ça? J'ai eu peur parce que, tel que je connais ma maman, elle est un peu sévère. Donc, quand elle a commencé à dire ça sévèrement, qu'est-ce que tu as fait? C'est parce que tu as fait quelque chose que tu as trouvé ça. J'avais eu peur. Après, elle me dit, tant pis pour toi. Si, paix à son âme aujourd'hui, si tu t'amuses avec les garçons, tu vas tomber malade. Tu vas tomber grosse. Et moi, je ne suis pas dedans. Et quand elle m'a dit ça, il a dit, va chez ton père. Et je suis allée chez mon père. Mon père, lui aussi, il a dit pour lui. Mais j'étais bouleversée. Je ne me retrouvais plus. Donc, c'est l'éducation qu'on avait reçue. C'est l'éducation, mais ce n'est pas parce qu'il m'en voulait, mais c'est la manière dont elle voulait éduquer sa fille pour que sa fille comprenne. Donc, c'est de cette manière qu'elle aussi, elle a été éduquée. Aujourd'hui, vous pensez que ce n'est plus le cas? Non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, Dr Vidiro. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Vous savez, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'effet d'un cadre d'objectifs de développement durable. Ça veut dire que c'est l'effet de la mondialisation d'abord. Aujourd'hui, de concert avec toutes les nations, quand on veut mettre en place des politiques dans tous les domaines, on essaie, vu les institutions qui globalisent tout le monde, que ce soit au niveau des problèmes, que ce soit au niveau des apports, on essaie de trouver des solutions ensemble. Donc, ce qui fait que l'effet de la mondialisation, de la démocratie, auquel on n'était peut-être pas préparé, ou il faut adapter parfois notre éducation pour l'évolution, pour le développement, a fait que peut-être on a été surpassé à un moment donné. Je donne pour exemple simple, tout à l'heure, la coach disait tout à l'heure, on était habitué aux cultures et aux valeurs dans la société. Et ces cultures et valeurs étaient le socle de développement de notre nation. On le voit, quand je prends d'autres pays qui sont par exemple comme la Chine, vous allez voir, ils sont l'un des pays émergents, mais ils tiennent priorité à quoi? À leur culture. Il y a plusieurs pays comme le Japon, tout ça, qui tiennent priorité à leur culture. Mais nous, à un moment donné, pays africains, en majorité, dans ce contexte de développement, on a oublié les fondamentaux, qui sont l'adaptation de notre éducation sans tenir compte des valeurs qui fondaient notre société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Vous avez le sentiment que c'est la raison fondamentale? Je pense que c'est une des priorités quand même essentielles sur lesquelles on doit revenir. Alors, coach Ginette, vous parlez tout à l'heure de la sévérité de votre maman. Donc, c'est juste ces expressions vous ont bouleversé, vous l'avez senti donc menaçante. Ça voudra simplement dire que si éventuellement vous avez commis quelque chose avec un garçon et qu'elle était au courant, vous serez donc traité d'une certaine manière. Alors, Dr Vidiro parlait de valeurs et de culture. Vous êtes moulé dans ce système. Est-ce que vous avez inculqué les mêmes notions à vos enfants aujourd'hui? Non, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis dit un jour que la façon dont j'ai été éduquée, je ne vais jamais éduquer mes enfants comme ça. Aujourd'hui, il y a un nouvel enseignement qu'on doit suivre. Pourquoi? Entre-temps, les parents ont manqué de confiance envers les enfants. C'est le manque de confiance qui fait que les parents sont tout le temps derrière les enfants. Mais est-ce que vous pensez qu'un enfant, c'est vrai que la psychologie nous dit que ce n'est pas une table tout à fait neuve sur laquelle on doit tout écrire, mais est-ce que l'enfant n'a pas besoin d'apprendre et qu'il faut vraiment être très regardant envers lui? Oui, l'enfant a besoin d'apprendre. D'abord, il faut la confiance des parents envers les enfants. Parce que si la maman ou le papa avait confiance en son enfant, elle ne peut pas être derrière l'enfant tout le temps comme un gendarme, comme garde-corps de l'enfant. Il faudrait que les enfants soient éduqués déjà à l'avance avant d'aller au dehors. Maintenant, pour que l'enfant soit éduqué, il faut qu'à un certain moment, la maman puisse appeler son enfant et lui donner des enseignements et lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle n'aille pas apprendre autre chose au dehors. Donc vous pensez que le dialogue familial manque c'est aujourd'hui? très très nécessaire et ça manque aujourd'hui. Ça manque aujourd'hui et c'est ça qui a fait que, parce qu'au moment où la maman n'a pas plus confiance en son enfant, l'enfant aussi perd confiance en sa maman. Et va chercher donc le complément Voilà.
Docteur Vidéo, avant de manager les entreprises, il faut aussi manager les hommes. Est-ce que vous pensez que ce dialogue familial dont parle coach Ginette est indispensable dans la famille pour la cohésion? Bien sûr, bien sûr. Et pour continuer par rapport à ce que j'ai développé tout à l'heure, je disais, il faut un travail qui devrait être fait dans cet effet de développement. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on voit que les parents sont habitués à une certaine manière d'éducation culturelle, qui leur génération par génération. Aujourd'hui, l'école, on est dans une autre approche, compte tenu du contexte de la mondialisation, où on veut de l'approche que l'enfant puisse d'elle-même, de lui-même, excusez-moi le terme, apporter, innover, tout ça et autres. Mais est-ce que ces enfants à qui on donne ce nouveau programme, est-ce que les parents s'y retrouvent? Parce qu'il faut que les parents s'y retrouvent pour qu'il y ait une continuité. Quel travail a été fait de ces niveaux? Première des choses. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas le programme, le fond qui est le problème. Mais c'est qu'on est dans une société aujourd'hui, il y a les masses médias. Avant, il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas les feuilletons qu'on regardait à la télé. Il y a 10 ans, 20 ans, le programme n'était pas de cette manière dans les écoles. L'approche n'était pas le même. Mais est-ce que les parents, on les a préparés à adhérer à ce contexte des choses? Est-ce qu'il y a une continuité entre ce qu'on veut? Est-ce qu'on a besoin de les préparer? Ils peuvent aussi s'adapter, non? C'est ça que je dis. Parfois, vous savez, on peut quand même créer, mettre en place quand même des programmes qui puissent sensibiliser les parents à venir, à comprendre les enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a une rupture du dialogue entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison. C'est-à-dire l'enfant, à un moment donné, ne se retrouve plus. Et qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant se fie aux médias, aux masses médias. Et ce n'est pas tout, quand je dis les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit comme, comment on appelle-t-on, tout ce que les gens abordent d'une autre manière dans d'autres sociétés et qui sont véhiculés par les feuilletons, l'enfant pense que c'est ça qui fonde la société. Donc l'enfant, à un moment donné, n'a plus de repères, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il faut faire un travail sur ces valeurs afin que l'enfant puisse se retrouver. Alors, coach Ginette, vous étiez donc dans votre développement, vous estimez qu'il faut un nouvel enseignement moral et civique à la fois aujourd'hui pour les enfants, donc instaurer un dialogue permanent avec son enfant et donc avoir une certaine confiance en lui, savoir qu'en face de soi, ce n'est pas un être à qui on doit tout apprendre, mais qui a forcément quelque chose aussi sur lequel aujourd'hui il faut greffer ce qui est adulte. Est-ce que, ce faisant, des enfants qui vont se poignarder à l'école, au point même d'une jeune fille qui a tué son camarade de classe pour juste une histoire de banc, un élève qui a poignardé à mort son professeur là au Cameroun parce que le professeur lui a arraché le téléphone portable, un enseignant qui va engrosser une petite fille à l'école de base. Est-ce que vous pensez que ce sont là les défauts de communication à la maison qui ont engendré tout ça? Bien sûr. C'est la base, la famille est la base, le cellule de base de l'éducation des enfants. Oui, c'est toujours, le niveau, c'est toujours la famille. Parce que si l'enfant reçoit, en tant que parent, nous devons avoir des pensées positives envers nos enfants. Et chaque fois qu'on a des pensées négatives, ah, mon enfant est telle chose, ah, mon enfant a fait telle ceci, on a dit c'est ce que tu crains le plus, c'est ça qui t'arrive. Si tu trouves que ton enfant est tel, un criminel, il ira faire telle chose. Si tu trouves que ton enfant ira amener des grossesses par-ci, par-ça, par-là, c'est ce que tu crains le plus là, c'est ça qui va t'arriver. Donc, les choses ont changé maintenant. Nous devons comprendre en tant que parents que les choses ont changé. On dit quelque chose, enfant, un adage enfant, on est au il faut et nous avons reçu un enseignement. Monsieur disait tout à l'heure qu'avant, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de téléphone, tout ça. C'est vrai, parce que on était naïfs et on suivait strictement ce que nos parents disaient. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est des informations pour les enfants. Et il suffit, toi, la lettre à la télé, vous êtes avec vos enfants devant la télé, l'enfant veut regarder quelque chose, et puis vous savez que ce n'est pas bon pour l'enfant, vous éteignez la télé. Mais il est plus informé que vous. Il connaît tout ça. Mais il faudrait laisser l'enfant regarder et après l'appeler pour dire telle chose, on ne fait pas. Telle chose, c'est pas comme ça. Il faut faire telle chose. C'est comme ça, il faut éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, on éteint la télé croyant que l'enfant ne comprend rien. Vous voyez, je vais donner un exemple. J'ai une petite fille comme ça. Et un jour, j'étais à la douche. Elle a tapé la porte. Mémé, je veux te parler.
J'ai dit, d'accord, tu voulais me dire quoi? Je suis à la douche. Elle dit, non, mais si je viens là, je vais fermer les yeux. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce que l'enfant là, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il sait? C'est une fille. Qu'est-ce qu'elle sait en disant qu'elle va fermer? Qu'est-ce qu'elle comprend? Vous voyez? Donc les enfants sont très intelligents, mais nous ne savons pas. Il faut qu'on suive les enfants. Parce que entre-temps, excusez-moi, entre-temps, nos mamans, quand nos mamans nous mettaient au monde, on avait les yeux fermés 3 jours avant d'ouvrir les yeux. Mais aujourd'hui, les enfants sortent les yeux ouverts. Donc il y a un changement. S'il y a un changement, il faut que les mentalités des parents aussi changent. Docteur Videro, les parents doivent désormais s'adapter beaucoup plus à l'intelligence de leurs enfants plutôt que d'attendre le contraire. C'est la société qui doit s'adapter à ce monde évolutif. C'est fait ça. On a parlé tout à l'heure des parents qui doivent, à un moment donné, entrer dans ce bain. Mais il faut aussi que la société en elle-même. C'est-à-dire quoi? Le cadre d'éducation qu'on a quand on parle d'école aujourd'hui, que ce soit privé ou public, est-ce que ce cadre-là est bien pour l'enfant? Est-ce que sous le fond et la forme, on permet à l'enfant qui est en train de découvrir de nouvelles choses, de pouvoir faire la part des choses? C'est aussi ça. Vous savez, il faut donner... pas votre position. Est-ce que vous pensez que ça offre ces conditions-là, ce que je peux appeler ergonomique? Je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque aujourd'hui, tout le monde va vers le fond, faire les compétences, les diplômes à donner à la fin d'une formation donnée. C'est le problème, le souci des formateurs, des éducateurs, je vais dire, dans les écoles. Mais, donc le côté éducation est bafoué. Le savoir-être, est-ce que quelqu'un y pense? Regardez dans nos programmes, regardez les cours qu'on a. Est-ce que l'enfant qui aujourd'hui doit entendre autre son de cloche, c'est les parents à la maison, doit voir autre chose dans les médias, vient à l'école aussi, avec les amis, tout ça, les problèmes de société, voir autre chose. Est-ce que dans ce lieu de savoir, parce que c'est un lieu de savoir à l'école, on n'a pas dit juste les savoirs, les hard skills comme les gens disent, c'est-à-dire pas juste apprendre et prendre les diplômes à la fin, mais le savoir-être, là où l'enfant reçoit toute une autre éducation. Est-ce qu'on permet à l'enfant de pouvoir faire la part des choses? Est-ce qu'on permet à l'enfant de cultiver sur cet aspect des choses? C'est ça dont il s'agit. Donc ça veut dire quoi? La société aujourd'hui doit permettre dans ce cadre de savoir, aider les enfants à faire la part des choses. La société doit évoluer. C'est ce qu'on veut. Mais quand l'école produit aujourd'hui des criminels, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière les mots, un élève qui tue son enseignant, une élève fille qui porte atteinte à la vie de son camarade de classe, c'est déjà la criminalité. Est-ce que c'est la faute aux parents ou la faute au système éducatif? C'est plus que je dis, c'est la faute à la société, au système dans son entièreté. Que ce soit, je vais vous dire, nous sommes tous coupables, comme je le dis, que ce soit parents, que ce soit État, que ce soit le système éducatif. Puisque je vous donne 2 exemples simples. Regardez, je prends ma fille par exemple, de 4 ans. Un jour, on lui donne à manger, on veut lui donner à manger, on veut la suivre, elle dit non, je vais manger moi-même. Ça dit, on force, elle dit jamais. Elle préfère laisser. Donc ça dit quoi? Elle s'affirme. Et ça, vous allez le constater chez les enfants maintenant. Elle s'affirme. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on lui a appris à manger seule. Elle vient à la maison, on lui dit, non, tu es encore petite. Viens, on va te donner à manger. Vous voyez un peu le problème qu'il y a? À l'école, on est dans un autre endroit. À la maison, on lui dit, non, on dit c'est ça ou rien. L'enfant fait quoi? Fait son choix. Avant, on n'avait pas le choix, parce qu'il y avait une unicité de pensée qu'on nous imposait, de par la lanière, de par la rigueur. Et on suivait cela. Mais aujourd'hui, la société, dans son développement, nous offre plusieurs possibilités. Et si la société, de par les parents, de par l'État, de son rôle régalien, de par le système éducatif, on ne fait pas attention, on laisse l'enfant à faire des choix qui ne sont pas bien parfois. Et c'est à cela on voit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que chacun doit se retrouver dans ce qui se passe aujourd'hui pour prendre des mesures qu'il faut. Coach Ginette, vous parlez donc de la programmation des parents à l'endroit de leurs enfants. Vous estimez que lorsque vous créez dans un environnement macabre autour de votre enfant, il finira donc par refléter cela. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la situation sociale où les parents sont obligés de courir chacun de son côté pour aller chercher la pitance leur permet de se mettre vraiment au service de l'enfant pour lui communiquer le bon message?
Je dirais oui, parce que je soutiens toujours que tout problème, c'est la famille. Parce que, comme le monsieur est en train de dire, nous sommes tous effectivement responsables. Et si aujourd'hui, l'enfant fait du désordre, l'enfant fait tout ce qu'il vient dans son mental, ça dépend de ce que nous envoyons comme vibration envers les enfants. À l'école, par exemple, si on va à l'école, il y a des professeurs, il y a des, il y a des maîtres d'école. On dit tout à l'heure qu'il y a des gens, il y a des maîtres qui enceintent les petites filles. Les petites filles. À l'école de base. Voilà. Il y a des professeurs, en tout cas. Maintenant, l'enfant qui est allé à l'école, c'est une les maîtres, les professeurs, sont un autre parent des enfants. Parce que l'enfant quitte la maison, quitte un autre parent, c'est pour aller vers un autre parent. Mais une fois déjà à la maison, le papa n'a pas confiance en son enfant. La maman n'a pas confiance en son enfant. Et en même temps, arrivé à l'école, le professeur voit l'enfant comme une femme. Au lieu de voir l'enfant comme son enfant, qu'est-ce que vous voulez que qu'est-ce que vous voulez que l'enfant réalise? En ce moment-là, c'est des vibrations négatives qu'ils envoient aux enfants. Et l'enfant, entre deux vibrations négatives, ne peut que faire des choses bizarres. Voilà. C'est possible? Vous croyez en cette science de programmation qui envoie des vibrations négatives aux gens? Mais je pense que c'est comme je le disais aujourd'hui, l'évolution de la société impose qu'on change nos habitudes. Et d'où les vibrations, d'où tout ce qu'on fait comme acte qui a une réponse. C'est la réponse qu'on a. Et moi, j'ai toujours dit que l'éducation civique et morale, aujourd'hui, s'impose à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions culturelles sur lesquelles nous devons aller. Quand on parle de la culture de la sensibilité, est-ce que l'enfant aujourd'hui a cette culture? Est-ce que l'école lui permet, est-ce que la société lui permet de développer cette culture? Donc c'est à nous de penser ça là, par exemple, dans les programmes. Est-ce que quand on parle de droit de l'enfant, on parlait de la journée du droit de l'enfant, est-ce qu'on lui a dit ses devoirs? Deuxième chose, dont moi je parle que c'est une dimension essentielle, on parle de la culture du jugement. Est-ce que l'enfant qui va poignarder son maître, est-ce que cette personne a la culture du jugement? Est-ce que l'enfant qui va faire, vous voyez, les actes sexuels qu'on a on a eu droit à cela. Moi, je me rappelle, il y a juste une quinzaine d'années, quand tu portes des petites jupes, tu es une fille, tu portes des petites jupes et que tu sors de chez toi, juste le regard au dehors, quand tu vois, tu rentres chez toi en même temps parce que tu vas dire, mais on va traiter tes parents de quoi? Tu te caches pour sortir comme ça. Et je sais, il y a 15 ans, quand je l'ai 15 ans en arrière, vous imaginez. Donc, est-ce que la culture du jugement y est? Et enfin, quand moi je parle de la culture de l'engagement, c'est vrai, aujourd'hui, le système éducatif demande l'approche d'une autre méthode, d'une autre manière à l'enfant. Mais est-ce qu'on lui permet d'être engagé? L'engagement de devenir un citoyen modèle dans cette culture démocratique qu'on veut. Ce qu'on forme dans ce lieu de savoir, qu'on le veuille ou pas, c'est l'avenir de toute une nation. Parce que qu'on le veuille ou pas, imaginez, l'État, on l'évalue à plus de 1,25 $ par personne dans les pays sous-développés que l'État investit sur chaque personne qui va à l'école. Vous imaginez les parents qui sacrifient tout ce qu'ils ont pour envoyer leurs enfants aussi par investissement à l'école. Et aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas être contentes de ce qu'on est en train de voir. Mais seulement qu'on leur a leur montrer qu'il y a d'autres choses, d'autres paramètres sur lesquels il faut travailler pour que le résultat de la société qu'on veut de demain ne soit pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, nous jugeons beaucoup de choses. Par exemple, je donne un exemple simple. En Afrique, on voit une manière de penser, on voit une manière de diriger les institutions, on voit une manière peut-être de décision auquel on dit non, on ne veut pas, on n'y adhère pas. Mais dites-moi, l'enfant aujourd'hui qui fait ce genre de CST dans les classes, l'enfant qui poignarde son maître, dans 10 ans, dans 15 ans, est quoi pour la société demain? Quel exemple cette personne veut donner? Quel rôle cette personne peut tenir? Et quelle génération de personnes peut être issue de ce genre de personnes? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on ne le prend pas au sérieux, que le savoir-être
est essentiel dans ces 4 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure. On va investir financièrement, mais on n'aura pas les résultats dans la suite. Coach Ginette, la société, vous avez dénoncé l'éducation gendarme par le passé. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus dialoguer avec les enfants. Mais malgré ça, le coaching aujourd'hui apporte aussi sa contribution. Est-ce que vous pensez que l'éducation morale et civique peut aussi passer par votre pratique? Je vais parler du coaching aujourd'hui, au niveau donc de l'enseignement, et donc insérer, par exemple, une pareille discipline dans le système éducatif afin de corriger un peu le tir. Je dirais oui. Parce que le coaching est un outil de développement personnel. Ça permet à tout être humain de reconnaître sa valeur fondamentale, de connaître qui il est. Donc, déjà que tu connais qui tu es, tu sauras que tu as une valeur extraordinaire. Et je dirais, comme monsieur vient de le dire, c'est la faute à nous tous, c'est la faute de la société. Mais l'enfant qui est allé poignarder le professeur, l'enfant qui a fait ci, l'enfant qui a fait ça. Maintenant, l'enfant là, on ne peut pas rester et juger, non. Maintenant, comment tout vient de la base? Comment est-ce que l'enfant là est né? Il faut aller voir ça aussi. Des couples qui se chamoignent, des couples qui se bagarrent, des couples qui font du désordre devant les enfants. Un parent qui allait peut-être se droguer, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien aller fumer, ou bien aller boire, et vient se jeter sur son épouse. Quel genre d'enfant l'épouse va... Et en ce moment-là, l'épouse est tombée grosse. Quel genre d'enfant la femme là va mettre au monde? Point d'interrogation. Donc vous pensez que le résultat final dépend déjà de l'acte de conception? Si. Ah bon? Oui, ça dépend. Donc, l'enfant, la femme qui est déjà enceinte doit déjà avoir une idée positive, des pensées positives en son enfant déjà qui est dans le ventre. Parce que l'éducation de l'enfant commence dans le ventre de sa mère. Donc, c'est ce que je peux dire. Docteur Videro, ça nous plonge beaucoup plus dans les superstitions, parce que tout le monde n'y croit peut-être pas. Mais vous, Africains, est-ce que vous donnez une valeur à cette façon de concevoir la chose? Ce dont moi je suis certain, c'est quoi? C'est que la communauté où on vit, on se développe, on acquiert des notions, influe sur l'être qu'on doit être. Ça, c'est clair. C'est-à-dire la vie familiale, les exemples que tu vois. Parce que si dès les premiers jours, les premières années, où tu n'as pas encore la conscience du discernement, tu vois des exemples qui ne sont pas bien, intrinsèquement, tu les copies, tu les répètes. Première des choses, donc, il y a ce cadre-là. Il y a le second cadre, comme on disait, le milieu scolaire, le milieu éducatif, qui peut-être ne fait pas très attention à corriger cela, le savoir-être. Donc ça, c'est aussi l'exemple qu'on voit là-bas. Et troisième chose, la société dans son entièreté, comme je dis, quand tu vois au niveau des faits, que ce soit de la société, qui ne donne pas d'exemple à un enfant, qui suit tout sur les médias, ça aussi, ça impacte. Donc, toutes ces communautés d'action influent sur l'être qu'on est. Alors, le passé n'a pas été que mauvais. Est-ce que vous pensez que le retour, par exemple, à la chicotte à l'école, parce que vous avez évoqué le cas de Lanière qui recadrait tout par le passé, est-ce qu'un retour à cette pratique-là, par exemple, en milieu scolaire, peut apporter quelque chose à cet enseignement que nous voulons, civique et moral? Ce dont je suis sûr, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que ce qu'on avait reçu comme enseignement avant, éducatif, nous garantissait certaines valeurs. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans ce contexte. Mais dans l'approche toujours nouvelle, la mondialisation, il faut sauvegarder ce qu'on avait comme bon acquis. C'est-à-dire, je venais tout à l'heure, je parlais de la culture de la sensibilité, la culture du respect, de l'éthique, de la morale, qui sont des valeurs fondamentales qu'on avait. C'est-à-dire, avant, je voyais une discussion entre des élèves qui disaient, un ancien qui disait à son enfant, donc pas des élèves, nous avant, est-ce que tu peux mal parler comme ça à ton professeur? Et dans ce même cadre,
cette personne qui est un professeur disait, mais j'ai donné une punition juste à un enfant qui perturbait la classe tout à l'heure, la fois passée, pour dire, va t'agenouiller. Et mon CP est passé, il m'a dit, mais madame, pourquoi est-ce que vous avez mis à genoux cet enfant? C'est parce qu'il était turbulent, tout ça. Il dit, madame, vous n'avez pas le droit. Donc, L'enfant a sa place. Donc ça veut dire quoi? Du professeur bafoué devant l'élève. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on aille aux fondamentaux. C'est-à-dire quoi? Si on dit, ok, c'est parce que c'est le système au niveau éducatif qui est mal fait, tout ça et autres, mais qu'est-ce qu'on donne comme pouvoir à ces personnes pour pouvoir inculquer? C'est ça aussi. On ne peut pas participer nous-mêmes à ce que ça se dégrade et à juger. Donc c'est ce que je dis qu'il faudrait des assises, il faudrait des tables rondes autour des fondamentaux du savoir-être dans le milieu de la société, bien sûr dans le milieu éducatif. Et s'assurer qu'aujourd'hui, l'école, que ce soit école privée ou publique, n'est pas seulement un lieu de savoir dans sa forme de diplôme à recevoir après des connaissances, mais aussi de savoir-être. C'est ça qui est important. Alors, coach Ginette, voilà donc un exemple patent des professeurs ou même des maîtres qui sont rabaissés devant l'apprenant, des parents même qui viennent à l'école pour intimer l'ordre aux enseignants de respecter leurs enfants, des tenues vestimentaires que des enfants adoptent et les parents ne critiquent même pas au point où même quand la société veut intervenir, bon, on estime que vous n'êtes pas de cette classe sociale-là, c'est pour ça que vous en êtes jaloux. Mais est-ce que quand c'est comme ça, la société n'est pas beaucoup plus responsable de tout ce qui arrive au niveau scolaire? Et donc, cette approche d'éducation que vous proposez, où il faut dialoguer beaucoup plus avec l'enfant, est à nuancer. Par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, la société qui est bafouée, c'est ça, non? Par rapport à l'éducation des enfants. Oui. Maintenant, l'enfant qui a été, comme monsieur vient de le dire, l'enfant qui a été puni par son professeur, le directeur est venu, il a dit pourquoi. Donc, il veut appliquer le droit de l'enfant. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il allait appliquer. Il faudrait attendre d'abord, laisser le professeur agir. Mais après, il peut appeler le professeur. Ce n'est pas, ils vont s'entendre entre eux. Ce n'est pas de cette manière que tu vas faire ci. Mais si déjà le directeur il parle ainsi devant le professeur, devant l'enfant, qu'est-ce que l'enfant allait devenir? L'enfant, il est en train de monter la tête à l'enfant. Il manquera désormais de respect à son professeur. C'est ce qui se passe maintenant. Alors, vous ne pensez pas que le retour, par exemple, à la chicotte, dans une certaine mesure, peut corriger la chose? Je dirais oui et je dirais encore non. Parce que on a dit un adage dans notre langue, alors des rovio, alors donc à la fois chicotte et carotte. On peut chicoter, mais ça dépend. Ce n'est pas un problème de chicotte qui éduque l'enfant. Ce n'est pas la chicotte qui éduque l'enfant. Il faut beaucoup parler avec l'enfant. Le fait de parler avec l'enfant, là, c'est... Quand vous avez plusieurs enfants, 6, 7 à éduquer, et parler donc beaucoup à un seul parmi eux. Et c'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, il faut la chicotte. Mais après la chicotte, il faut aussi appeler l'enfant pour lui expliquer. Mais l'enfant comprend. Pourquoi tu l'as tapé? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Docteur Videro, est-ce que cette question de démographie aussi en est pour quelque chose? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est... avant, comme on le disait souvent, les pères allaient travailler, mais les mères souvent étaient à la maison, dans de nombreuses familles africaines où le suivi n'était pas le même, comme ça. C'est-à-dire, une mère, on dit, il n'y a qu'une mère pour maîtriser son enfant comme il faut. Avant, ça se disait, hein, mais c'est vrai, on est dans une culture, mais quand vous vérifiez cela, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout le monde va travailler. On est pour ça. C'est la question de l'équité, du genre, et c'est normal. Aujourd'hui, vous voyez le stress que la société nous donne. Le pain quotidien. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, quand aujourd'hui, vous voyez déjà de nouveaux couples disent, je ne veux pas avoir plus de 2 enfants. Pourquoi? Parce que, comment est-ce qu'il faut les suivre? La coûte cher. Et le stress, tout ça, et autres. Vous voyez, devant tout cela, et où on a arraché l'autorité, ce que s'expliquait tout à l'heure, à l'école, aux personnes. Et l'enfant n'est plus suivi comme il faut.
l'enfant n'a plus de repères. Mais on lui demande de faire des choix. Avant, nous n'avons pas à faire des choix. Hein. L'éducation, et toute la route est tracée. Soit c'est ça, soit c'est l'autorité. Il n'y a rien. Mais aujourd'hui, on lui demande de faire des choix. C'est bien. Mais quand on demande des choix, il faudrait faire tout possible pour que ce choix puisse être fait dans des normes données. Permettre à l'enfant d'avoir la culture de ce que je disais, le jugement, la culture de la sensibilité, la culture de l'engagement et de ses droits et devoirs, pour que cette personne puisse faire un choix. On ait plus de proportions à faire un bon choix qu'un mauvais choix. C'est ça, au fait, dont il s'agit. Et c'est pour ça que je disais que la responsabilité de nous tous, acteurs de la société, est engagée. Au niveau des parents, au niveau des écoles et au niveau central de l'État, de la société civile en général. Alors, permettre à son enfant, ou du moins à l'enfant de la société, de faire son choix, lorsqu'on sait qu'en Afrique, par exemple, l'enfant, c'est pour la communauté, pas le passé. Quand un enfant sort dans la rue et il commet donc des impairs, n'importe quel parent peut le ramener à l'ordre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Est-ce que vous pensez, dans votre position de coach, que on peut retourner à cette valeur, où l'enfant appartient à la collectivité et à la société en général? Oui, c'est possible. C'est possible, on peut retourner. Mais il y a un grand mais. Parce que l'enfant, déjà, avant, effectivement, l'enfant, on a dit que c'est seulement la maman, au moment où l'enfant est dans leur ventre, qu'il est éduqué seulement par ses parents. Mais quand l'enfant sort, il est pour tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Quand tu vas parler mal à un enfant, ou bien tu vas dire quelque chose à un enfant, c'est sa maman qui sort. Pourquoi tu vas dire telle chose à mon enfant? Pourquoi tu dois dire telle chose à mon enfant? Donc c'est ça qui est en train d'être réalisé aujourd'hui. Mais c'est une valeur, entre-temps c'était une valeur que nous devons, peut-être maintenant on adopte, mais aujourd'hui, quels sont ces gens de femmes qui vont encore parler à ton enfant? Par exemple, l'enfant qui a déjà manqué de confiance de ses parents à la maison. À des moments donnés, l'enfant veut toujours s'ouvrir à quelqu'un, veut toujours se confier à quelqu'un. À qui elle ira se confier? Quelle est l'éducation que l'autre aussi a reçue? Qu'est-ce qu'elle va dire à l'enfant? Peut-être si l'enfant a malchance, elle peut encore tomber sur quelqu'un qui peut encore le bazarder, à quelqu'un peut-être à un ami ou bien à un frère qui va encore abuser. On parle souvent des filles parce qu'il va encore abuser de celle-ci. Donc, quelle éducation celui-là a reçue pour pouvoir éduquer ton enfant? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Une crise de confiance généralisée? Généralisé, et c'est normal. Hein. Et il y a un phénomène qu'on n'a pas eu à citer tout à l'heure, qui est par exemple les jeunes mères. Il y a tellement aujourd'hui dans la société des enfants, des mères de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans. Mais qui enseigne quoi? Ces mères qui ne sont plus suivies et qui sont plus dans la dynamique de la société, de ce qui se passe, ne font que dans l'idée de protectionnisme de leur enfant, de leur petite famille, où ne donne pas l'exemple qu'il faut. Mais c'est pour ça que je disais que la société doit évoluer par rapport à ce contexte, par rapport à... Donc il faudrait réellement, ça s'impose à nous, un cadre de discussion de scientifiques, de chercheurs, de praticiens, d'hommes d'État, de politiques de tout le monde, pour voir, nous on l'a fait personnellement, mais pour voir qu'est-ce qui est encore possible aujourd'hui. Vous parlez des états généraux de l'enseignement. Vous voulez que chaque pays africain organise les états généraux de l'enseignement? Ça s'impose à nous, mais vous voyez, je vous dis une chose. Soit je vous dis, on forme des personnes. On a les résultats de tête de ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais nous sommes en train de voir maintenant que ce sera pire demain. Donc à un moment donné, il faut s'asseoir. Il ne faut pas juste être dans... Vous avez dit tout à l'heure que quand les problèmes seront arrivés dans les écoles au Bénin, on était dépassés aussi. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas pu finaliser les vidéos. Je n'ai pas pu regarder. Pourquoi? Parce que j'étais étonné que ça se passe dans mon pays comme ça. Première des choses. Deuxième chose, on dit, OK, on est en train de prendre des mesures juridiques. Il n'y a pas de souci. On va punir, on va faire ce qu'il faut. C'est normal. Et ça s'impose. Mais à côté, qu'est-ce qui est fait pour corriger de manière proactive pour que ça ne se passe plus? Soit on reste là, à vouloir punir à la fin chaque fois, à tenir des mesures juridiques, sans corriger le problème
dans les fondamentaux et avoir demain, comme je vous disais tout à l'heure, une société qu'on n'espère pas, ou soit on s'assoit à un moment donné pour dire oui, il faut avoir le temps pour ça. J'ai toujours dit, on parle d'indépendance de l'Afrique. J'ai dit l'indépendance passe par l'éducation, la culture et l'économie. Tant que vous n'êtes pas souverain à ce niveau, vous n'êtes pas indépendant, coach Ginette, cette émission va bientôt finir. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, aussi bien à l'État, à la société qu'à la famille? Merci beaucoup. Je dirais à la famille tout de suite de changer leur mentalité parce que c'est une évolution qu'on est en train de subir aujourd'hui. Si les choses évoluent, il faut que la mentalité des parents aussi évolue. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les parents appellent leurs enfants à temps, les informer avant que les enfants n'aillent informer au dehors. Parce que si l'enfant reçoit l'information à la maison, avant de recevoir celle de dehors, et ils font la différence. Et l'enfant sait en même temps si les parents sont en train de leur dire la vérité ou pas. Donc ça les aide beaucoup. Entre-temps, moi, j'ai eu à échanger avec mon enfant, parce que c'est ça que je fais souvent avec mes enfants. Avant que ma fille, mon aîné, ne trouve ses règles, déjà, je l'ai déjà informée. Je lui ai dit tout ce qui se passe et par rapport à ça. Et elle est déjà informée. Après, il y a mon fils, mon Benjamin, je l'ai encore informé. Je lui dis, va chez ton papa, comment est-ce qu'il faut faire quand on devient un grand enfant, comment est-ce qu'il faut faire. Et je lui ai donné certains conseils. Et après, il est venu me dire, maman, c'est vrai ce que tu as dit. Donc, ils sont informés. Donc, déjà, avant que l'enfant ne soit informé au dehors, informe-le d'abord. Donc, par rapport à la société, je dirais, et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire parce que sur ce plateau, il y a, en tout cas, sur ce plateau, ce que nous sommes en train de faire va aider beaucoup de personnes. Mais je voudrais vous demander de vous inviter à pouvoir faire un programme par rapport à ça pour que voilà, on puisse faire ce genre, de ne pas attendre d'abord les crises avant de pouvoir faire ce genre d'émission. Et à l'endroit de l'État. À l'endroit de l'État. La politique éducative. Et il y a, entre-temps, aujourd'hui, il y a, si on dit que le nombre des avortements au niveau des mineurs, c'est là, et ça augmente. Il faut que l'État prenne ça en chose là. Au sérieux. Et... Voilà. On va bientôt donc sortir de cette édition. Dr Vidiro, quelques mots seulement. Ce que je pense, c'est qu'il y a déjà des cadres dynamiques qui sont là, qu'il faut juste accompagner. On a l'association des parents d'élèves, qui sont normalement en parfaite cohésion et qui doivent même être en parfaite cohésion avec, par exemple, les écoles, les dirigeants d'école, les professeurs et autres. Il faudrait que ce soit des cadres sérieux, plus accompagnés, plus suivis, comprend plus dynamique pour que le langage puisse passer au profit de l'enfant. J'ai vu des écoles le faire, où, vous savez, avant même que l'enfant ne prenne ses bulletins de notes, le parent sait déjà la note que l'enfant a reçue. Actuellement, il y a des exemples. Donc, il faut accompagner ce genre d'innovation. Je crois que nous allons vous recevoir encore pour la prochaine fois, comme l'a souhaité coach Ginette, afin donc de ne pas attendre que la crise naisse pour faire ce genre d'émission, mais davantage anticiper à travers donc la sensibilisation. Merci donc à vous, docteur Harry Junior Vidiro, consultant en management des entreprises et organisations, spécialiste des ODD. Merci à vous également, Ginette Bokosa Olo Lagba, opératrice économique et coach certifié d'Afrique. À chacun, à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici ailleurs consacrée donc au CSTP et drogue en milieu scolaire. Il est, à travers donc les déclarations des uns et des autres, il s'impose donc un nouvel enseignement moral et civique. À très bientôt sur SICA pour vos contributions. À bientôt.